Salut les amis, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la première vidéo que je vais tourner dans mon nouveau local, le local de ma société Rambler, et dans laquelle je vais vous présenter un véhicule que je viens d'acheter pour un client qui va bientôt être livré, une Dodge Challenger 1970. Au hasard, voiture de Vanishing Point ou Driver San Francisco. En 1970, on est au sommet de l'ère muscle cars, tous les constructeurs américains se sont engouffrés dans ce marché juteux, et les pony cars, un segment de voitures compactes qui a été popularisé par la Mustang, ils ont aussi droit à leur version musclée. On pense au Mustang Boss, Mach-1, Camaro RSSS et au Dodge Challenger RT. Avant de vous faire la présentation détaillée de la Challenger, ce serait quand même dommage de ne pas vous faire une visite guidée du nouveau local de ma société Rambler. Donc on va faire un petit tour vite fait. Petite visite rapide du local. Donc là, je suis dans l'espace showroom, de quoi contenir environ 4 voitures. Derrière le bordel, à la place du bordel, était censé y avoir une Corvette C3, 25e anniversaire d'un client, mais pour des raisons logistiques, elle n'a pas pu être là à temps. Bon bah tant pis. On continue la visite avec la partie la moins intéressante, qui est ma partie un peu débarras, un petit peu, voilà, où je mets l'outillage, les produits d'entretien qui va être réaménagé parce que là c'est pas mes meubles, voilà. Et la masterpiece, il n'y a pas 36 pièces, mon petit bureau, le premier bureau de ma société Rambler. Bienvenue en 1972 les amis. Ce canapé, j'ai tourné pas mal de vidéos là-dessus avec le fond végétal. C'est un canapé que j'adore des années 60, qu'on avait trouvé il y a quelques années sur Le Bon Coin aussi. Cette moquette, c'est une moquette Leroy Merlin basique, mais qu'on a vu sur pas mal de photos d'archives d'époque. Vraiment le bleu comme ça avec le bois, ça rendait bien et c'était une configuration assez courante. Ces petites chaises, c'est ma copine qui les a trouvées aussi sur Le Bon Coin. C'était des chaises de salle d'attente des années 70, un chrome et toujours ces espèces de teintes marron. Le bureau, un bureau de cadre EDF des années 70 avec un mélange comme ça de chrome et de bois qui va bien avec l'ensemble. Magnifique lampe de banquier style art déco années 30 qu'on trouve beaucoup dans les bureaux des années 50-60, en même temps beaucoup de séries policières encore aujourd'hui. Vous la voyez, vous la connaissez. Et là, un joli fauteuil de direction de marque allemande en plus, qui n'était pas donné par rapport au reste. C'est peut-être une des pièces les plus chères. Typiquement début 70s, comme ça avec ce orange et ce chrome. Et l'ensemble se marie plutôt bien. Le moteur Mopar qu'il y avait dans mon ancien lieu de tournage. Le petit moteur V8 350 Chevrolet aussi qui est maintenant un peu plus mis en évidence sur le bureau. Bon, c'est encore un peu vite pour l'instant, mais ça va très vite se remplir. La preuve quelques jours après. J'en profite aussi pour faire un petit point business sur Rambler, sur mon nouveau mode de fonctionnement. Maintenant, j'achète directement les véhicules pour vous. C'est-à-dire que c'est plus uniquement une mission de service d'inspection avant achat, parce que c'était fastidieux. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous demandaient davantage de services, puisqu'il suffisait pas de vous dire bah, c'est bon, le véhicule est bien, achetez-le. Et puis maintenant, prenez contact avec le vendeur, un transporteur. Enfin voilà, il y avait trop d'intermédiaires, c'était galère, c'était prendre le risque de me payer pour vous dire que c'est une bonne voiture et puis que vous n'ayez pas le temps derrière de l'acheter, que quelqu'un vous double. Du coup, désormais, je fais du mandat de recherche directement. Je cherche les véhicules pour vous. Une fois que je les ai inspectés, je vous ai fait un bilan complet, je les achète avec ma société. Je vais les rechercher puisque maintenant j'ai le permis BE avec mon camion et ma remorque pour les réceptionner dans mon local. Je suis aussi partenaire avec un bon mécanicien très expérimenté en voiture américaine à qui je peux laisser mes voitures mais les yeux fermés, qui au besoin peut faire le contrôle technique, peut faire quelques ajustements. De toute façon, je vous vends le véhicule avec contrôle technique, c'est une obligation. Un minimum des véhicules sains, bien fonctionnels, sécurisants, avec un contrôle technique valide. Et au besoin, je peux aussi ajouter des prestations pour des petites réparations en plus, des petites choses. Voilà. L'idée, c'est que vous récupérez à la fin votre véhicule dans ce local en fonction de vos moyens, en fonction de ce que vous attendez, ou de vous le faire livrer à domicile en plus. Ah mais la pureté des lignes, ce galbe, non mais c'est une ligne intemporelle. Et c'est pas pour rien que Dodge s'est inspiré de cette Challenger 1970 pour la toute dernière génération. De toutes les années, c'était la plus réussie. On a donc là une déclinaison plus haut de gamme de la Plymouth Barracuda, une concurrente directe des Pontiac Firebird et Mercury Cougar. C'était une pony car qui existait donc dans des versions sages, coupées ou cabriolet, avec des motorisations qui allaient du 600 lignes au petit V8 318 5 litres 2 assez pépère. Mais quand tu commences à taper dans de la version RT pour Rodentrack comme cet exemplaire-là, là tu commences à pouvoir concurrencer de la muscle car, avec les mêmes armes, les mêmes moteurs, mais dans un format plus compact, plus léger. Parce qu'en fait, sur le papier, c'est ni plus ni moins cette Dodge Challenger qu'une version raccourcie de la Dodge Charger. Le châssis est très proche, la mécanique, tout est pareil. C'est juste qu'ils ont vraiment raccourci la voiture. Mais en fait, ça se retrouve pas vraiment sur la balance. La différence n'est pas aussi flagrante qu'on pourrait l'espérer. Et c'est ce qui lui a un peu joué des tours à l'époque, mais j'y reviens après.
Cette Challenger RT, c'était d'office au minimum un V8 Big Block 383 CI, donc 6 litres 3 de 335 chevaux, donc le V8 383 Magnum. Après, on passait directement sur le 440 Magnum de 375 chevaux et 390 chevaux en version six-pack, c'est-à-dire avec 3 carbus de corps. Non mais quelle époque! Et sans oublier le fameux V8 426 MI dont je vous ai parlé 1000 fois, qui est le Graal pour tous les amateurs de Mopar, et qui était un des rares moteurs de l'époque à proposer autant de chevaux que de pouces cubes. Donc on a 426 pouces cubes pour 425 chevaux. Vous imaginez le dragster? Mais le pack RT, c'est pas que des gros moteurs, c'est aussi tout un tas d'options orientées performance, comme l'instrumentation complète rallye avec le compteur de vitesse gradué jusqu'à 150 miles par heure au lieu de 120. Mais je vais y retourner un peu plus en détail quand on fera l'intérieur. On a aussi des plus gros freins, une suspension raffermie, une barre stab. Bref, du très lourd pour aller chatouiller de la muscle car dès la sortie de la concession. Celle que je viens de trouver pour mon client, c'est non seulement une authentique RT code JS29, mais aussi une SE pour Special Edition. C'était une option un peu luxe qui comprenait le toit vinyle, une sellerie spécifique et un plafonnier avec des voyants en mode avion de ligne. Option peu courante. Je précise que c'est une vraie RTSE parce qu'il y a énormément de clones sur le marché. Plein de Challenger small block de base ou 600 lignes transformés en V8 Big Block et RT. Celle-là, elle a tous les bons codes et la bullshit originale, la feuille d'usine qui prouve que tout est bien authentique. Et la presse de l'époque, elle était assez mitigée sur ces nouvelles Dodge Challenger. Ils étaient un peu unanimes sur le design, sur l'esthétique, qui tranchait vachement avec la concurrence et qui avait une super gueule. Là-dessus, il n'y avait pas de doute. Mais ils avaient un peu le sentiment que Dodge avait tout misé sur le look au détriment de l'efficacité et des performances. Cette Challenger était super lourde et moins maniable que la concurrence. Parce que chez Chrysler, au lieu de proposer une pony car avec une plateforme dédiée plus compacte, ils ont simplement raccourci la plateforme B-Body utilisée par les Dodge Charger et Plymouth Roadrunner qu'ils ont raccourci. Et on le voit quand on prend les dimensions, elle est un peu plus courte, mais en termes de largeur, ça reste quand même un gros bébé. Résultat, t'as une pony car quasi aussi lourde qu'un coupé intermédiaire, avec exactement les mêmes mécaniques, mais une moins bonne répartition des masses, ce qui donnait une voiture moins maniable et plus imprévisible. Et c'était encore plus flagrant quand tu prenais le moteur EMI qui faisait grimper le poids total de cette Challenger à quasi 1,8 tonne. Donc t'avais clairement pas l'agilité d'une vraie pony car. En plus, on te vendait une pony car plus large que la concurrence pour gagner aussi en espace intérieur, en habitabilité, mais ça se ressent à peine. Et la finition SE a aussi un peu fait rire la presse à l'époque. Parce qu'avec ce toit vinyle, la lunette arrière devenait ridicule, et le plafonnier intérieur avec les voyants était vu comme un gadget, mais tellement inutile. En fait, ça servait à rien de payer cette finition. Et des années après, ça fait rire. Si par contre l'autoradio FM apparemment offrait une qualité sonore impressionnante pour 1970. En fait, pour pas mal de journalistes de l'époque, cette Challenger aurait pu être un banger si les performances étaient au rendez-vous. Attention, elle est pas ridicule, mais on a une vraie caisse de ligne droite si on lit ce qui se disait à l'époque. Après, 50 ans après, on s'en fout. C'est la gueule et ce qu'on ressent au volant le plus important. Ah là là, quelle gueule les amis, quelle gueule. C'est sans doute une des pony cars les plus belles de cette génération, je dirais même la plus belle pony car de cette génération. Pour un amateur de Mopar comme moi, la Challenger 1970 est peut-être la plus pure, une des plus réussies, une des mieux proportionnées, il n'y a pas trop de suritures, il y a juste ce qu'il faut où il faut. Elle est hyper réussie et de toute façon, les amateurs s'y trompent pas, depuis des années, la 1970 reste la plus collectionnée, la plus cotée, sans parler des performances des moteurs qui, comme tous les muscle cars et comme toutes les voitures américaines de cette période, vont perdre de la puissance d'année en année à partir de 71, et là, c'est un ensemble. C'est les moteurs et le design qui est parfait. Mais avant de continuer, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner et c'est bien dommage. Si c'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. C'est une manière de soutenir la chaîne, mais aussi de secouer YouTube pour mettre un peu plus en avant mes contenus. Merci d'avance et bonne vidéo. Et ça commence avec cet avant ultra agressif, iconique, qui fait très peur quand tu l'as dans le rétro en 1970, avec cette grosse bouche béante, là, cette calandre centre, ces deux feux de chaque côté. Signature typique de la Challenger qui va totalement inspirer les modèles de dernière génération. Voilà, c'est le gimmick Challenger, cette grande calandre béante, cette ouverture de cette machine, de cette espèce de dragster qui vient avaler l'air, qui vient avaler la route et manger tout ce qui se trouve devant comme un gros prédateur. Et l'agressivité, elle continue sur le capot spécifique au RT. On n'est même pas une version de shaker ou une version un peu spéciale, mais déjà sur la RT, on a ce capot à la forme si particulière, toute bombée comme ça, qui vient rajouter encore en sportivité, en agressivité, avec ces deux prises d'air factices. Vraiment, on sent que malgré que l'époque de la SPC, j'ai déjà bien loin, l'aérospatiale, qui a beaucoup influencé les designers américains des années 50-60, là on a encore un petit héritage du côté un peu aviation, avec cette espèce de grosse ouverture devant qui peut rappeler un peu les turbines d'avion, avec
cette forme un peu bombée du capot, ces formes un peu aérodynamiques, ces prises d'air. Voilà, il y a vraiment un côté un petit peu avion de chasse sur cette voiture que j'adore. La teinte aussi est magnifique, ce dark green métallique, là, ce vert métallisé, est signe d'une probable très bonne voiture. Pour la simple et bonne raison que ça, c'était le genre de couleur typique qui plaisait beaucoup aux Américains à cette époque. C'est des couleurs très populaires qu'on retrouve de moins en moins sur les Challenger, hein, qui sont, je vous le rappelle, des modèles assez cotés, assez recherchés depuis des années maintenant. Et pour des questions de facilité de revente, souvent ces voitures, quand elles sont restaurées, on va les retrouver dans des teintes plus sobres, plus faciles à revendre. Hein. Plutôt des noirs, des gris foncés, des bleus foncés. Alors que ce type de vert-là, forcément, ça plaît un petit peu moins. Et pourtant, c'est tellement dommage parce que c'est vraiment typique de l'époque, ce qu'on voyait le plus dans les rues américaines de cette époque. On s'adresse à des amateurs et pour moi en tant qu'acheteur de voir que la voiture a été restaurée avec ce genre de teinte qui était sa teinte d'origine mais qui plaît un peu moins sur le marché, et bien tout de suite ça me réconforte dans l'idée que je vais avoir affaire potentiellement à une bonne voiture, une voiture saine et d'origine. Toujours un petit détail cher aux constructeurs américains dans cette grande période des muscle cars, afficher la cylindrée sur le capot, hein, vraiment pour que les gens autour au feu savent à qui ils ont affaire et quelle cylindrée tu as sous le capot. Alors 383 Magnum, c'était pas le plus gros moteur de la gamme, mais ça commençait déjà à causer. Et puis bon, Magnum, enfin voilà, à quoi vous pensez quand je vous dis Magnum? Bon bah il y a aussi un rapport avec les armes, avec la puissance. Alors celle-là a pas mal de monogrammes, hein. On a Challenger là, on a RT aussi, Rodentrack. J'adore cette ligne. Enfin je veux dire, cette ligne, ce profil est aussi extrêmement réussi. Elle est à la fois musclée, ce petit galbe là comme ça au niveau du passage de roue arrière qui vient aussi renforcer cette impression de mouvement à l'arrêt. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors on a aussi des petites options de chrome qui sont des options hein, qu'on trouvait pas systématiquement sur ces voitures, hein. Des petits rajouts de chrome comme ça autour des passages de roues, autour des vitrages, des petits moldings comme ça qui viennent ajouter une petite touche de luxe à cette voiture, surtout sur cette version Special Edition avec le petit logo qu'on retrouve au niveau du toit vinyle, hein, qui nous rappelle un petit peu le logo de Cadillac. On aura fait plus subtil et on a vraiment, si on revient encore, qu'on prend un peu de recul sur ce profil, on trouve une voiture hyper fusée, toujours en rapport avec l'aéronautique, avec l'aérodynamisme hein, tout court. On voit vraiment qu'elle démarre comme ça et elle prend de plus en plus de volume en allant vers le centre pour se rétrécir vers l'arrière. Et à l'arrière, on va retrouver ce gimmick qu'on a à l'avant justement de cet écrasement et de cette face arrière qui est complètement encadrée par du chrome avec ce magnifique, ce qu'on appelle souvent un sapin de Noël parce qu'il n'y a rien d'autre de nuit, c'est juste magnifique. Il y a tout l'arrière qui s'illumine. Alors tout l'arrière, bon je vais un peu vite, mais petit détail aussi, petit gimmick sympa de la Dodge Challenger, c'est que le feu de recul il est central et il vient éclairer les lettrages Dodge au milieu. Et ça, dans les années 70, les constructeurs américains raffolent de ces grandes lignes de feu comme ça qui viennent marquer toute la largeur de la voiture. Et je trouve cet arrière aussi extrêmement réussi, avec toujours ce petit rappel Challenger RT sur la malle de coffre, pour toujours rappeler aux autres que c'est pas la Challenger de base. Ça, il me semble que c'était des options, les petites bananes comme ça, de renfort, hein, qui viennent éviter de taper directement dans le pare-choc chromé au-dessus. Souvent, ils sont aussi surmontés de caoutchouc pour que eux-mêmes ne se déforment pas. Et cette petite spécificité aussi, c'est 4 sorties d'échappement chromées. Alors, il n'y a pas 4 échappements, évidemment. C'est une double ligne qui a été ensuite segmentée en 2. Mais il y a cette petite recherche de la forme dans la continuité du pare-choc qui est bien carré. Vraiment, ça déborde de chrome hein, quand tu regardes entre l'avant et l'arrière, tous les entourages de feu, tout est chromé, tout est surchromé. Puisque à cette époque, une voiture sportive pouvait aussi avoir un caractère un peu luxueux, un peu prestigieux. Petit détail aussi intéressant, que beaucoup d'amateurs de voitures américaines connaissent, hein, souvent sur ce type de modèle, on va trouver à cette époque les bouchons de remplissage d'essence derrière la plaque d'immatriculation au centre, ce qui permet justement quand on arrive à la station-service en plus de ne pas galérer à choisir le bon sens de la pompe. Mais là, ils ont repris finalement une position assez classique hein, qu'on trouve sur les voitures actuelles, qui est une position latérale, mais toujours avec le sens du détail, un super design de bouchon en mode compétition. Voilà, le gros loquet qui s'ouvre comme ça, qui est super joli et qu'on retrouve également sur les Dodge Charger. Bon, je vais essayer de balayer d'autres détails parce qu'il y en a plein et j'aimerais pas passer à côté de certaines choses. Bon, un détail qu'on peut pas louper, c'est ce toit vinyle aussi, hein, spécifique à la finition SE, qui vient vraiment trancher avec ce beau vert, avec ce dark green métallique. On a aussi ces side markers hein, qui sont obligatoires depuis 1968 sur les véhicules américains. Et j'aime bien, c'est un petit détail, mais j'aime bien de nuit parce que ça rajoute un petit cachet à ces voitures, ces petits éclairages latéraux. Une des rares entorses à l'origine de cette voiture, puisque vous allez voir qu'elle est globalement vraiment à 99% dans son état d'origine, c'est ces jantes
qui reprennent alors le dessin des Rally Wheels originels, les jantes sport qu'on trouvait chez Chrysler à cette époque, mais en version 17 pouces, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Donc là, ça a été un choix d'un précédent propriétaire de mettre des jantes plus modernes avec des pneus un peu plus gros. Personnellement, je ne suis pas très fan et le nouveau propriétaire va certainement aussi repasser sur du 14 ou 15 pouces d'origine, mais ceci dit, ça a le mérite de reprendre le dessin, le style original, donc pourquoi pas. Donc là, on retrouve ce fameux Big Block 383 6 litres 3 de 335 chevaux. Ce qui me plaît beaucoup et qui m'a plu de toute façon avant de me déplacer, c'est que j'ai vu que cette voiture avait toute sa configuration moteur d'origine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gamelle de filtre à air chromée, mais bien la gamelle d'époque comme ça, double snorkel, avec les caches culbus, pareil, orange, la teinte orange, le Emi Orange de cette époque. Donc vraiment, pour un puriste, un amateur comme ça de Mopar, c'est toujours le petit détail qu'on apprécie. Et elle est quand même pas mal optionnée. On peut voir ici la pompe de direction assistée. Elle n'a pas de master vac, mais ce qui est assez étonnant sur la route, c'est que finalement j'ai trouvé que l'absence d'assistance de direction n'était pas violente, contrairement au Ford Mustang ou au Mercury Cougar par exemple que j'ai pu essayer. Là on a des tambours, on a 4 tambours non assistés, ça peut faire peur sur le papier. Et franchement, étonnamment, on n'est pas très loin du ressenti qu'on aurait avec l'option des disques de frein à l'avant et de l'assistance de frein du Master Vac. J'ai été assez étonné. Pour l'usage qu'en ferait n'importe quel collectionneur, c'est totalement suffisant là-dessus. Voilà, il n'y a que dans des conditions extrêmes qu'on peut réfléchir à passer sur du disque, mais honnêtement, j'étais assez bluffé de ce côté-là. Et ce moteur, il est associé à la boîte automatique TorqueFlite 3 vitesses qui est juste derrière et qui offre quand même pour l'époque des performances tout à fait correctes sur le papier. On est sur du 0 à 60 mph en 7 secondes 8, ce qui peut faire rire aujourd'hui quand on sait qu'une Golf TDI Reprog fait facilement ce genre de chrono. Maintenant, il faut remettre dans le contexte de l'époque et là, on n'a que à faire attention au plus petit Big Block. Donc il y a aussi de la marge de progression. Mais déjà 7 secondes 8 en 1970, c'était déjà très sympa. Cette voiture avait aussi la climatisation, mais comme beaucoup, elle a été retirée et c'est pas plus mal parce que si le compresseur EHS, ça peut être une source d'ennui. Et puis ça fait un peu de place pour bosser parce que j'ai le compresseur de clim sur la Roadrunner et j'avoue que pour accéder à une partie du moteur à l'avant, ouais, c'est quand même un peu la mission. Donc ouais, c'est quelque chose dont on peut se passer. Si je dis pas de bêtises, elle a aussi la rare option 3 vitesses, moteur d'essuie-glace à 3 vitesses, qui ne fonctionne plus et qui va être réparé. J'allais oublier un détail qui vous intéresse et qu'on me demande souvent, et que j'oublie parfois, les dimensions. Les dimensions, on est sur une voiture qui fait 1,93 m de large pour 4,85 m de long. Donc c'est à peu près une vingtaine, voire trentaine de centimètres plus court qu'une Dodge Charger ou une Plymouth Roadrunner. Et pour un poids total dans cette version 383 Magnum et boîte auto 3 vitesses d'environ 1,6 tonne. Il y a à peine 100 kg d'écart avec une Charger de la même configuration mécanique. Donc effectivement, le gain en termes de performance, il doit être assez négligeable. Maintenant, je vais m'installer à bord. Ah, c'est un peu plus ferme qu'une grosse banquette. Alors, on voit qu'il y a de toute façon un peu moins d'épaisseur. On est un petit peu plus bas que dans la Roadrunner ou qu'une Charger, j'ai l'impression. On est vraiment plus dans une position de conduite de sportive, un peu plus à ras du sol. La première chose qui m'impressionne, c'est la taille de ce volant. Il paraît vraiment immense. On dirait pas en photo, mais là maintenant qu'on l'a sous les yeux. Les garnitures de porte, je les trouve quand même très modernes pour 1970. On dirait presque un véhicule des années 90. Je sais pas, cette espèce de moulage d'un bloc comme ça en plastique noir. À l'époque, on est encore sur des trucs bien kitsch avec plusieurs éléments de matériaux séparés. J'aime beaucoup aussi ce faux bois comme ça avec le Special Edition qui vient nous rappeler qu'on a une version quand même un petit peu plus cossue. La Challenger, mais après, c'est quand même pas une Cadillac, ça je peux vous le dire. C'est un autre monde, mais en tout cas, c'est plutôt joli et plutôt très moderne pour 1970. Casquette de tableau de bord aussi dans le prolongement, dans l'esprit de cette garniture. Assez simple, assez sobre, assez moderne, tout en arrondi. C'est plutôt joli, ça vieillit bien. Cette instrumentation réalise spécifique au modèle RT, du coup avec la graduation jusqu'à 150 mph, avec un contour, avec donc le niveau d'essence, la température d'eau, la pression d'huile. On va voir le voltmètre et également une horloge tout à droite. Alors malheureusement sur ce modèle-là, l'ancien propriétaire a ajouté un kit de jauge additionnel puisque une partie des jauges ne fonctionne plus ici. Donc voilà, c'est une des choses dont le propriétaire était au courant, donc il y a un petit travail à faire là-dessus. On a toutes les petites commandes habituelles d'éclairage, d'essuie-glace, le petit variateur d'intensité d'éclairage du tableau de bord, les commandes de climatisation et de chauffage. Alors ça c'est drôle, c'est pour enclencher ou non l'option du haut-parleur arrière qui était une option. De base tu as de mémoire uniquement le haut-parleur central ici où tu peux avoir les doubles haut-parleurs
plus également le haut-parleur arrière. C'est une autre époque. Petite option bien appréciée aussi sur ces muscle cars, c'est le levier sur la console centrale. Ici avec l'option en plus, la belle option console centrale boisée, qui est assez chic, avec une partie aussi fermée, une deuxième boîte à gants, et ce joli petit levier voilà, qui permet de passer les rapports de la boîte automatique. Il faut savoir que de base, sur ces modèles, même sur les versions sportives de ces modèles Chrysler, on avait un levier de vitesse au volant sur la colonne de direction qui donnait un caractère un peu plus berline familial à ces voitures. Et là, du coup, c'est vrai que c'est souvent très apprécié d'avoir ce levier sur la console centrale. Après, c'est une école. Moi, je sais que j'apprécie aussi, j'adore ces leviers de vitesse au volant. Peut-être pas sur une Challenger qui est quand même une plus petite voiture, qui, vous verrez, les places arrière sont vraiment assez insignifiantes. Mais sur une Roadrunner comme la mienne, qui est une voiture plus grande avec une grosse banquette à l'avant, bah, je trouve ça aussi sympa d'avoir le levier de vitesse au volant. Les performances sont les mêmes, c'est les mêmes mécaniques, c'est purement du feeling. Et puis bon, c'est une boîte auto, tu t'amuses pas à passer un rapport toutes les 2 minutes. Mais y a un côté où tu as vraiment la grande banquette, puisque évidemment, quand tu as la console centrale, tu as aussi les bucket seats, ces fameux sièges séparés, au dessin très joli d'ailleurs. Ils sont vraiment très beaux, je trouve, avec ce beau sky noir. Et très bien conservé ou refait certainement vu leur état. On est plutôt bien dans ces sièges, on peut régler du coup, hop, on peut avancer, reculer le siège. Il n'y a pas 36 réglages non plus, ça malheureusement c'est l'époque qui veut ça. Mais en tout cas, on est plutôt bien installé. Quant à la console centrale, tu as les bucket seats avec. Et par contre, de base, tu avais souvent le levier de vitesse au volant et la banquette à l'avant. Mais j'avoue que une banquette à l'avant, il n'y en a pas beaucoup sur ces voitures. En tout cas, peu ont été préservés avec ces banquettes à l'avant. Parce qu'une banquette à l'avant sur une Challenger, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Parce que pour le coup, on a une voiture plus petite et plus, vraiment qui a plus dans l'ADN, un côté sportif. Je vais quand même regarder à l'arrière ce que ça donne. Ah non, c'est clair que c'est vraiment des places d'appoint. Bon, on peut avancer le siège et encore que il n'y a pas non plus beaucoup de place pour les jambes à l'avant. Non, vous voyez là, j'ai les jambes écartées, j'ai le siège entre mes deux jambes. J'ai la tête qui touche, je suis obligé de m'écraser la tête. C'est pas terrible du tout. Ah ouais, il n'y a pas une grosse épaisseur de dossier en plus. Ça touche la structure du coffre derrière. Ouais, non, c'est vraiment des petites places d'appoint pour 2 enfants. On voit la différence entre cette Challenger et une Dodge Charger Plymouth Roadrunner où tu as vraiment de la place à l'arrière. C'est une voiture qui a été conçue pour les 2 passagers devant et surtout pour celui-là. Ah, une petite précision quand même, si vous voyez le trou béant là, c'est normal, l'autoradio d'origine est THS, il a été sorti. J'allais oublier le plafonnier spécifique à cette finition SE. Franchement, c'est pas terrible, c'est vrai que ça fait un peu cheap par rapport au prix auquel ça a dû être vendu. Je peux comprendre la réaction de la presse à l'époque. Bon, en plus, celui-là, malheureusement, les voyants ne fonctionnent pas, donc peut-être ampoule grillée derrière. Celui-là, on voit qu'il a été refait, on voit qu'il a été démonté, qu'il a été refait, recouvert d'une espèce d'Alcantara cheapos. Voilà, ce sera certainement un truc un peu à revoir, à refaire. Après, c'était peut-être comme ça d'époque, j'en ai jamais vu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas très flatteur et en plus pas du tout utile. Mais elle l'a, et c'est une option rare. J'allais oublier de vous montrer le coffre. Ça, c'est un truc que j'oublie souvent sur les voitures. Déjà, il faut prendre la bonne petite clé ronde chez Chrysler. Hop, voilà le coffre. Et c'est pas mal, vraiment pour la catégorie, c'est pas mal. Mais il paraît que c'est pas beaucoup plus grand que les pony cars concurrentes, même certaines auraient un peu plus de place. Si je me fie à la Mercury Cougar que j'avais, la 68, c'est un peu plus profond quand même. C'est pas mal. Ah, petit détail qu'on aime ça. La petite instruction du cric. Aujourd'hui, c'est presque un rêve que je suis en train de vivre en tant que fan de Mopar. Me retrouver au volant d'une Dodge Challenger RT SE, RT pour Road and Track. Une authentique RT avec le big block de base, le 383 de 335 chevaux, qui est déjà un monstre, qui est déjà un moteur quasiment de dragster, avec sa boîte auto TorqueFlite 3 vitesses, l'instrumentation rallye complète. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui n'est pas fonctionnelle, mais l'ancien propriétaire a mis un kit de 3 jauges déportées qui me permet quand même de contrôler l'état de santé du moteur. Et je peux vous dire que ce moteur, il est très en forme. Donc voilà, je suis plutôt bien installé dans ces bucket seats. C'est moins moelleux, moins confortable que les banquettes d'origine qui sont les mêmes banquettes que j'ai dans ma Roadrunner, qui sont les banquettes qu'on a de série quand on n'a pas pris l'option bucket seats. Forcément, on le voit même à l'épaisseur du siège, c'est moins épais. Voilà, on sent que ça va être quand même un peu plus typé sport, un peu plus ferme. Mais ça offre aussi un meilleur maintien parce que ces banquettes, je vous le rappelle, c'est des banquettes, si tu mets pas la ceinture dans les virages, tu passes à gauche, à droite, tu glisses dans chaque virage, alors que là on a quand même un meilleur maintien. Et j'avoue qu'on est plutôt bien installé, on est un petit peu plus bas que dans la Roadrunner, j'ai l'impression.
On se sent un petit peu plus bas par rapport au tableau de bord, la surface vitrée est un peu moins haute. Voilà, tout ça donne une impression d'être un peu plus dans un cockpit de voiture sportive, quoi. Et ça change un petit peu l'ambiance, l'impression générale. Voilà, donc c'est parti, je propose qu'on y aille. La température moteur est parfaitement au centre et on va y aller. Je vais quand même vous faire profiter du doux son du V8, ce serait quand même dommage avant d'y aller. On s'en lasse pas. Allez, je remonte la vitre parce que sinon vous allez avoir du mal à bien m'entendre sur la route. Mais bon, le V8 il reste quand même assez présent dans l'habitacle, hein, juste où il faut, juste qu'on aime. On va faire un petit kickdown quand même, le moteur est bien chaud. Waouh. Impressionnant. Oh la vache, tu sens toute la puissance qui arrive aux roues arrière. En plus, comme vous l'avez vu, c'est pas des jantes d'origine, on a des pneus plus larges qu'à l'origine. Et du coup, je pense qu'il y a un meilleur grip et que du coup, pour une fois, la puissance, contrairement aux espèces de galettes aux petits trous d'origine, on la sent vachement venir. Alors le moteur, il a toute sa force, on le sent. Et ses chevaux sont là. Il y a un bon grip. Du coup, ça envoie vraiment bien la puissance aux roues arrière d'une manière dont j'ai pas forcément l'habitude. Et c'est impressionnant. En tout cas, la direction, elle vient bien droit. On sent que le train avant, le boîtier de direction, tout est en forme parce que c'est souvent mieux que la plupart des directions qu'il y a sur ces Mopar quand elles vieillissent, qui prennent vraiment beaucoup de jeu. Là, franchement, ça s'emmène bien. Avec la Roadrunner, j'étais plus à essayer de maintenir le cap quand je fais des accélérations un peu fortes. Et elle s'emmène super bien cette voiture. Au niveau confort, eh ben on est pas mal. C'est un peu plus ferme que la Roadrunner, un peu plus ferme que d'autres Mopar de cette génération, puisque c'est aussi une RTSE, hein, donc on a la suspension raffermie Heavy Duty et ça se ressent. Ça améliore un peu la tenue de route, la tenue de cap, sans trop en fait tuer le confort non plus, hein. C'est un bon compromis. Et on est quand même encore bien installé. Ça reste assez souple, mais ça s'écrase pas trop dans les virages comme on peut avoir l'habitude avec certaines américaines. Ah, les bouchons, quel bonheur. Bah oui, on approche de midi. En Ile-de-France, c'est automatique. Il y a 10 minutes, il n'y en avait pas. Ce qui va nous permettre de tester le bon fonctionnement du radiateur, du refroidissement. On a envie de mettre gaz à chaque fois avec ces voitures. On ne peut pas s'empêcher de faire vrombir le V8, d'entendre ce douflement. En tout cas, je peux vous dire que c'est un vrai bonheur d'essayer cette voiture que j'ai trouvée pour un client et de me conforter dans l'idée, encore une fois, que c'est une bonne voiture, qui est saine, qui est vraiment rassurante à conduire et qui fonctionne vraiment bien. Et puis les chevaux sont là, quoi, ça arrache. Après, on est un petit peu calmé par le comportement routier de l'époque, évidemment. On sent que si on écrase plus, l'arrière aurait quand même tendance à passer devant. Donc, on va essayer de rester un minimum raisonnable. Bon, désolé, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, je suis un peu bloqué dans les bouchons. On se traîne un peu. On va parler un petit peu des performances d'époque de cette Dodge Challenger RT en 383, donc le V8 6 litres 3 de 335 chevaux, en boîte automatique 3 vitesses, la TorqueFlite. Elle était donnée pour un 0 à 60 mph en 7 secondes 8, ce qui est tout à fait honnête, mais qui n'est pas non plus au niveau d'une EMI qui devait bien prendre 1 seconde 5 ou 2 secondes de moins. Il y a quand même un gap, mais ça reste assez dynamique, assez sportif pour un véhicule de cette époque. Bon, je le dis toujours, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, la comparaison avec des véhicules modernes, tu vas prendre, tu vas aujourd'hui avoir, c'est malheureux à dire, hein, mais des performances assez proches d'une Golf TDI 2 litres, 170 chevaux ou un truc dans le genre, quoi. Parce que il y a eu quand même une évolution assez majeure. Mais ça, vous l'avez pas dans une Golf TDI. Ouais, c'est puissant. C'est très puissant pour l'époque. Ah là, les amis, quel plaisir, quel plaisir. Elles s'emmènent bien. Moi, ce qui me fascine à chaque fois avec ces voitures, surtout celle-là qui est dans un super état de fonctionnement, c'est leur facilité à s'insérer dans la circulation actuelle. Tu es à l'aise, tu as toute la puissance qu'il faut, tu as toutes les assistances qu'il faut, ça freine bien, l'assistance de direction fait le boulot, tu es en boîte auto. Enfin, franchement, tu accélères, tu freines et tu laisses faire et ça reste hyper maniable. Et puis ce capot bombé à l'avant, ça Mopar là-dessus, il faisait quand même des beaux capots. La rétrovision, toujours merdique sur ces bagnoles, hein. Ceux qui en ont déjà savent, les rétroviseurs, ils sont anecdotiques.
un champ de vision ridicule, tu ne vois rien. En plus celle-là n'a pas le rétroviseur droit optionnel comme beaucoup, hein. C'était ça pour mettre des options à la con, il y avait du monde, mais alors pour prendre un rétroviseur droit c'était encore vu comme un gadget. Bah, vous voyez franchement, je suis plutôt bien installé, j'ai pas mal au dos, il y a juste qu'il faut de confort, le freinage il est bien, il est progressif. Quand je l'ai essayé avant l'achat, je le sentais déjà. Il y a des voitures comme ça par expérience, tu fais 5 minutes de route et tu te dis ouais ça c'est une bonne voiture. Et quand tu entends la mécanique tourner rond, quand tu vois comment elle file droit, le peu de jeu qu'il y a, tout est globalement efficace et proche des sensations qu'on devait avoir sur ce véhicule quand il était neuf en 1970. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences avec son fonctionnement quand il était neuf. Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir ressentir cette expérience comme ça. Ah, et puis ce volant, je le vois dans les jeux vidéo depuis des années. Et de pouvoir le manipuler en vrai dans une Dodge Challenger 1970. Mais quel pied, quel pied! Ça ronronne, pas de bruit bizarre. Bon, les petites vibrations normales d'une Mopar des 70s, mais rien de bizarre au niveau mécanique, au niveau de l'habitat. Bon, là, vous voyez quand même que ça trempe pas mal parce que la suspension est quand même assez ferme. Donc sur les bosses, c'est pas une grosse berline américaine classique, hein. Ça se ressent. Génial. Si je devais résumer cette Challenger, je dirais que c'est un peu un what the fuck chez Mopar à l'époque. Clairement, ils se sont pas emmerdés. Hein. Ils n'ont pas réinventé, ils n'ont pas révolutionné la pony car. Ça reste une voiture qui est effectivement lourde et pas très efficace par rapport à son gabarit. Ils auraient pu vraiment faire beaucoup mieux. Maintenant, on s'en fout clairement parce que le design est juste magnifique. En termes de mécanique, en termes de ressenti, c'est assez proche d'une Dodge Charger ou d'une Roadrunner. Alors j'ai pas pu non plus la pousser dans ses retranchements, hein. J'ai pas l'occasion de la tester sur un circuit. Puis j'ai envie de vous dire, même en termes de tenue de route, de toute façon on n'achète pas les muscle cars pour leur tenue de route incroyable, c'est pour les sensations. Et je pense que dans cet esprit-là, elle remplit le contrat. Parce que si on part du principe que c'est une caisse déjà qui a un super design, super gueule, un gabarit un peu raccourci, des moteurs de malade, hein, les moteurs Mopar de cette époque sont réputés quoi qu'on en dise, une muscle car raccourcie avec beaucoup de poids sur le train avant, avec les plus gros moteurs Mopar de l'époque, on sait que c'est un cocktail désastreux, et c'est tout ce qu'on s'imagine d'une muscle car de cette époque. Une fucking caisse de ligne droite, voilà. Challenger, the all-new sports specialty car from Dodge, on display tomorrow for the first time. Challenger, at your Dodge dealer.